Pour son deuxième match de la saison et son premier match à la maison à San Siro, l'AC Milan l'emporte sur le score de 4-1 face au Torino et enchaîne sur une deuxième victoire consécutive, un total de 6 buts inscrits en 2 matchs et un seul but encaissé. Et donc bienvenue à vous dans ce troisième épisode de Parliamo Rossoneri, votre série sur l'actualité, les avant-matchs ainsi que les débriefs de l'AC Milan. Et aujourd'hui on débriefe le match AC Milan-Torino, comme je l'ai dit préalablement, un match remporté sur le score de 4-1 par nos hommes et où l'entraîneur Stefano Pioli a commencé avec exactement le même 11 de départ que face à Bologne. Au cage, Mike Maignan, arrière droit Davide Calabria, charnière centrale Fikayo Tomori ainsi que Malick Thiaw, arrière gauche Théo Hernandez. La pointe basse de ce 4-3-3 c'était Krunic, les deux numéros 8, les deux milieux relayeurs c'était Tijani Reiners ainsi que Ruben Loftus-Cheek. Et pour le trio d'attaque on avait Rafael Leao à gauche, buteur Olivier Giroud et à droite Christian Pulisic. Et l'impression que j'ai eu de ce match là c'est clairement des montagnes russes. La première mi-temps tout d'abord c'est une première mi-temps que je qualifierais de moteur diesel, une première mi-temps très poussif au début et ensuite une grosse montée en puissance, une première mi-temps d'ailleurs qui s'est soldée sur le score de 3-1, un premier but sur une combinaison parfaite de Ruben Loftus-Cheek avec Christian Pulisic. D'abord Christian Pulisic qui la donne à Ruben Loftus-Cheek qui fait une très belle percée, qui élimine d'ailleurs un de nos ex-joueurs, Ricardo Rodriguez, l'arrière gauche, et ensuite passe et Christian Pulisic ouvre le score. Ensuite égalisation du Torino sur une fébrilité défensive qui se répète de plus en plus, on verra ça dans les axes négatifs. Ensuite 2-1 grâce à un penalty obtenu. Je trouve quand même qu'il est un peu sévère, mais la règle étant la règle, la balle touche la main avant tout est autre chose. Donc penalty transformé par Olivier Giroud. Et enfin le 3-1 avec une sublime passe de Rafael Leao pour Théo Hernandez. C'est là qu'on a vraiment vu cette montée en puissance en première mi-temps. Après le but du Torino, j'ai trouvé qu'on avait été sensationnel et incroyable. Un nombre d'occasions procurées comme pas possible. Deuxième mi-temps, elle a vraiment été ennuyeuse comme pas possible. J'ai pas du tout apprécié. On a eu un but marqué sur penalty grâce à une percée de Rafael Leao et où justement ce dernier a réussi à obtenir un penalty à cause d'une semelle de l'adversaire sur lui. Un penalty transformé par Olivier Giroud comme lors de la première mi-temps, et immédiatement après le penalty transformé on a eu droit à 3 remplacements qui sont arrivés dans le bon timing et pas tardivement pour une fois. C'est l'entrée en jeu de Noah Okafor à la place de Rafael Leao, l'entrée en jeu de Younous Moussa à la place de Ruben Loftus-Cheek et enfin l'entrée en jeu de Samuel Chukwueze à la place d'Olivier Giroud. Et pour être le plus franc avec vous, et ensuite il y a eu un dernier changement, c'était Malick Thiaw qui est sorti pour Simon Kjær, mais honnêtement la fin de match après le penalty transformé a été une purge et vraiment ennuyante à regarder. Et passons maintenant à la partie axe positif, axe négatif. On avait commencé par les axes positifs contre Bologne. Commençons aujourd'hui par les axes négatifs. Première des choses, c'est forcément la fébrilité et la passivité défensive. Je trouve que les défenseurs, ils sont encore en vacances. Malick Thiaw, il a été super bon sur le match, mais malheureusement, Fikayo Tomori, encore et toujours les mêmes erreurs. J'ai vraiment pas envie de lancer la pierre sur un joueur. J'ai pas envie de blâmer ne serait-ce qu'un seul joueur parce que ça reste quand même tout un collectif. Mais malheureusement, force est de constater que Fikayo Tomori, depuis la saison dernière, c'est faible défensivement. Sur les relances balle au pied, c'est parfois catastrophique et incompréhensible. Donc honnêtement, Fikayo Tomori, je pense qu'il est plus vraiment à la hauteur des attentes qu'on avait de lui. Et c'était vraiment, malheureusement, c'est le cas de le dire, mais je pense que avec du recul, on se dirige peut-être vers un one season wonder. Et c'est vraiment dommage parce que comme je l'ai dit lors du débrief contre Bologne, ça empêche aussi une bonne progression pour Malick Thiaw qui n'est pas accompagné d'un superbe défenseur en charnière centrale. Et ensuite aussi notre capitaine Davide Calabria qui a un sens du placement sur le terrain complètement hasardeux. Je ne sais pas quelles sont les consignes de l'entraîneur, mais je le retrouve à tout plein de postes, sauf au poste de latéral droit malheureusement, et aussi sur des passes et sur des relances. Et dans l'intelligence de jeu parfois je trouve que c'est vraiment très limité malheureusement. Deuxième axe négatif que j'aimerais retenir de ce match là, c'est le mal qu'on a à construire de plus bas. Et cela s'explique par plusieurs choses et par plusieurs joueurs surtout. D'une part Davide Calabria, d'autre part Fikayo Tomori et troisièmement du milieu de terrain que tu as, ce numéro 6 qui est Krunic qui malheureusement n'a pas le QI football nécessaire pour trouver les passes. Je trouve que vraiment, j'ai regardé certaines séquences, il a les solutions parce que des fois je n'aime pas blâmer un milieu de terrain qui n'a pas de solution et qui doit donc passer à son latéral ou bien dépasser en retrait. Mais là le fait est qu'il y a des joueurs qui sont démarqués et Krunic peut aller de l'avant vers Ruben Loftus-Cheek ainsi que Tijani Reiners et malheureusement il le fait pas très souvent. Donc moi ça me pose problème. J'aimerais voir un autre joueur à ce poste là, un 6 capable d'être bon défensivement mais aussi d'être bon offensivement et que ce dernier soit capable de jouer vers l'avant. Et enfin troisième et dernier axe négatif, c'est l'impulsivité de Théo Hernandez. 2 en 2 matchs. Je ne parle pas de 2 buts en 2 matchs, je parle de 2 cartons jaunes en 2 matchs. C'est énorme quand même sur tes 2 premiers matchs de la saison qui plus est. Et pourquoi
pour contestation. Donc vraiment je trouve que c'est dommage, c'est même pas des cartons pour des fautes par exemple pour empêcher un joueur d'aller vers le but, c'est des cartons pour contestation et ça va payer sur le long terme et ça va conduire à des suspensions et malheureusement on peut pas se permettre d'avoir des suspensions surtout pour un joueur du calibre de Théo Hernandez dans l'équipe et surtout qu'on a personne derrière lui s'il venait à être suspendu. Donc honnêtement je trouve ça dommage, je trouve qu'il devrait travailler sur ce comportement, qui plus est ça fait des années quand même que c'est la même histoire, donc honnêtement je trouve que c'est négatif et ça lui porte premièrement préjudice à lui-même parce qu'il est obligé de jouer tout un match quasiment avec un carton jaune et être susceptible de choper un deuxième carton jaune durant le match et donc de sortir et laisser ses coéquipiers. Et forcément la deuxième chose c'est que ça porte préjudice à l'équipe parce que s'il venait à avoir un carton rouge durant un match, malheureusement on évolue à 10 contre 11 donc on est un peu plus faible et ensuite s'il venait à être suspendu ça porte préjudice aussi à l'équipe qui va devoir jouer sans un de ses cadres, Théo Hernandez est le meilleur latéral gauche du monde. Passons maintenant aux axes positifs. La première des choses, c'est la rapide adaptation de la part des ex-joueurs de Chelsea, à savoir Christian Pulisic ainsi que Ruben Loftus-Cheek. Et j'ai sincèrement l'impression que les gars, ça fait 5 ans qu'ils sont dans l'équipe, alors que ça fait même pas un mois qu'ils jouent avec l'AC Milan. Deuxième axe positif, c'est qu'on arrive à se créer de plus en plus d'occasions. Et c'est pas qu'une impression visuelle qu'on a en regardant le match. Statistiquement aussi, on le constate. Contre Bologne, c'est 1 expected goals. Contre le Torino, c'est 3,38 expected goals. Donc on se crée beaucoup plus de chances de but. Et je trouve que c'est intéressant mine de rien. Maintenant forcément le dernier geste il n'est pas toujours là, la finition elle n'est pas toujours là, mais c'est pas grave, ça viendra avec le temps. Et enfin troisième et dernier axe positif de ce match, c'est Rafael Leao qui revient en force et je pense que pas mal de gens ne seront pas d'accord avec moi. C'est vrai, force est de constater que en début de match énormément de gâchis, le geste, la percussion est toujours là, mais la dernière passe, le dernier geste malheureusement c'était jamais coordonné avec les joueurs. Soit c'était trop devant, soit c'était trop derrière les joueurs, jamais dans le pied des joueurs. Mais aussi il faut admettre que Rafael Leao a une superbe passe décisive pour Théo Hernandez en fin de première mi-temps et ensuite il y a cette percussion qui permet toujours d'éliminer un joueur, d'obtenir un coup de pied arrêté et aussi même d'obtenir un penalty. Donc Rafael Leao je le mets dans les tops parce qu'il revient en force et aussi par rapport au match dernier je trouve que les dribbles n'ont pas été inutiles et je trouve que ça a même beaucoup servi à l'équipe. Maintenant je pense que faudra attendre encore quelques matchs pour avoir un Rafael Leao à 100% et un Rafael Leao qui soit exempt de tout reproche. Et enfin pour terminer la vidéo, la section top, d'une part il y a Ruben Loftus-Cheek parce que je l'ai trouvé super généreux dans les efforts, je l'ai trouvé bon dans les combinaisons et surtout auteur d'une passe décisive. En second lieu Rafael Leao parce que malgré tout le gâchis qu'il y a pu avoir lors de la première partie de première mi-temps, j'ai trouvé que la percussion était là, les différences étaient faites et aussi il est récompensé d'une superbe passe décisive, très bonne lecture du jeu et aussi d'un penalty qu'on obtient grâce à lui. Et enfin Christian Pulisic comme lors du match précédent parce que je le trouve super généreux, capable de faire la différence à droite comme à gauche parce que justement il a joué à gauche avec l'entrée de Samuel Chukwueze. Il est aussi capable de très bien combiner avec énormément de joueurs et surtout auteur d'un but pour son deuxième match encore. Donc Christian Pulisic pour moi il faisait partie de ce top là. Maintenant c'est vrai qu'on peut dire aussi Olivier Giroud, je trouve qu'il a fait un superbe match mais je mets quand même Christian Pulisic devant. Et on arrive à la fin de ce troisième épisode de Parliamo Rossoneri. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, à vous de me donner vos 3 axes positifs, vos 3 axes négatifs de ce match là, de me donner votre top des joueurs de ce match là, top 3 des joueurs de ce match là. À vous aussi de me dire si vous pensez que je me suis trompé oui ou non sur quelque chose dans mon analyse. Vous pouvez toujours me faire ouvrir les yeux sur certaines choses que je n'ai pas vues. Je n'ai pas la science infuse et on apprend tous les uns des autres. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.